Bonsoir, vous faites bien d'être sur Business 24 Africa, vous suivez votre émission Intelligence économique. Les grandes puissances, on le sait, sont en compétition politique, en compétition diplomatique, mais surtout en compétition économique. Et pour gagner justement la bataille, gagner le match, les grandes puissances comptent sur leurs capitaines, qu'on appelle encore les capitaines d'industrie. Les capitaines d'industrie, il en existe également sur le continent africain et nous allons en parler. Les capitaines nationaux d'industrie comme levier de développement en Afrique, c'est le thème de votre émission d'intelligence économique. Restez avec nous. De retour sur le plateau, je suis avec M. Sadia Zouzou, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles Sibaï. Vous êtes spécialiste en intelligence économique et stratégique. Et à côté de vous, M. Serge Nedro, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Vous êtes économiste, chef d'entreprise et pourquoi pas capitaine d'industrie d'ici quelques années, on l'espère. Bien entendu. Hein, vous y songez? Oui, effectivement. M. Nedro est également spécialiste en intelligence économique. Et puis, nous avons Dr Alessi Kofi-Yeboah, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à l'école de commerce et de gestion ECG Abidjan. Vous êtes spécialiste en intelligence économique. Alors, docteur, on va commencer avec vous. C'est connu, hein? On sait que dans un match de football, on connaît le capitaine de l'équipe. Il est facilement reconnaissable par le brassard qu'il porte. On connaît le capitaine de l'armée, capitaine militaire. Il est reconnaissable par les 3 galons. On connaît le capitaine d'un navire qui prend toutes les décisions. Mais là, dans ce numéro, nous parlons de capitaine d'industrie. Alors, dans le monde des affaires, qui peut être appelé capitaine d'industrie? Alors, un capitaine d'industrie, c'est avant tout un homme d'affaires qui était un super manager. C'est-à-dire, c'est un super manager. On peut même dire que c'est un leader. Et comme c'est un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de fédérer par son génie les énergies de plusieurs personnes en vue de créer de la richesse. Et un capitaine d'industrie, il est capable de manager plusieurs personnes en combinant les différents facteurs de pollution que nous connaissons en économie, notamment la terre, la technique et l'argent. En fait, en les combinant, il est capable de faire venir plusieurs autres personnes, de les encadrer et de les faire produire au maximum. Et le fait de distinguer les 3 facteurs de pollution n'est pas suffisant. Et c'est ce que Veblen, qui est un auteur qui est connu de tous les économistes, nous l'a enseigné. Le capitaine d'industrie, il faut lui ajouter sa capacité managériale, qui fait qu'il est capable de changer une situation qui est, on va dire, qui est une entreprise qui est en difficulté. Le capitaine d'industrie va venir la transformer. Et donc, le capitaine d'industrie, il est capable de se projeter sur plusieurs territoires, sur plusieurs régions, sur plusieurs pays. Il est capable d'être à la tête de plusieurs personnes et de plusieurs entreprises à la fois. Et je me permets en même temps de faire la nuance entre un capitaine d'industrie et un champion national. Okay. Le champion national est une entreprise. C'est l'entreprise en réalité que l'État, enfin dans un pays donné, l'État peut favoriser en vue de contrer la concurrence internationale. Par contre, le capitaine, c'est l'individu, c'est le leader, c'est le manager, le super manager qui sait faire les autres. Il est capable, ce sont des gens qui ont très peu de temps, qui savent comment mettre les énergies ensemble pour faire tourner une entreprise, une ou plusieurs entreprises. Ok, merci docteur. Alors, M. Sadia, pour être pragmatique sur le plateau, sur le plan international, si on vous demandait de citer des noms de capitaines d'industrie connus mondialement. Bon, je pense qu'on ne va pas aller très loin. On va commencer aux États-Unis. Je pense que nous sommes présentement dans l'économie de marché et on sait que la révolution industrielle a généré les plus grands capitaines d'industrie ont été générés à partir des États-Unis. Actuellement, nous pouvons citer
les responsables ou les fondateurs des géants de l'économie numérique, notamment les GAFAM. Nous avons Elon Musk, il y a aussi Mark Zuckerberg au niveau de Facebook. Il y a Bill Gates que tout le monde connaît. Et si on vient maintenant en Chine, parce que la Chine maintenant la deuxième puissance ou la première puissance aussi au niveau mondial, il y a des grands entrepreneurs comme Alibaba, plutôt, excusez-moi, Jack Ma qui a fondé l'entreprise Alibaba. Et aussi, il y a le fondateur de l'entreprise Huawei. Alors, en Europe aussi, nous avons des grands capitaines d'industrie qu'on peut citer. En France, pour prendre l'exemple qui est plus proche de nous, nous avons les Dassault et autres là qui sont des grands capitaines d'industrie. Donc, je veux dire que sur le plan mondial, vraiment, cette liste-là, elle est très très longue. C'est vrai qu'ils sont concentrés pratiquement, je veux dire, en grande partie dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. Mais sur le plan mondial, voici les exemples que je peux citer actuellement parce qu'ils sont très nombreux. Et donc ce sont des grands managers à la tête de grands groupes qu'on choisit comme capitaine d'industrie. Alors la question est, est-ce qu'il en existe en Afrique? Mais bien sûr. En Afrique, nous en avons. Oui. Je pense que nous pourrons citer l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, le Nigérian. Voilà, et qui est un capitaine d'industrie très connu. Et à côté de lui, vous avez Motsepe, qui est sud-africain. Mais avant Motsepe, nous avons un Égyptien qui s'appelle Nassif Savari, qui est un homme très riche. Donc il y en a beaucoup, on peut en citer encore. Nous avons même, au niveau même de la Côte d'Ivoire, il y a aussi des capitaines d'industrie. Au niveau du Cameroun, vous en avez. Même tout près de nous au Togo, vous avez Kofi Djongo, qui est le fondateur de Askai, qui est un capitaine d'industrie. Ici en Côte d'Ivoire, on peut citer Jean-Louis Bignon, on peut citer Jean Kakou Diagou, qui sont des capitaines d'industrie. Même si ce sont des capitaines à une taille modeste, mais c'est quand même des capitaines d'industrie. Et donc, mais la plupart sont, comme Saadia vient de le dire, dans les pays anglo-saxons, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Égypte et au Maroc. La plupart. Dans les pays francophones, il y en a, mais ils sont un peu de taille modeste. Voilà. Okay, mais ce que je voulais ajouter à ce que le docteur a dit tout à l'heure, effectivement, lorsqu'on prend le classement 2020 de Forbes, c'est-à-dire que Forbes est un magazine américain qui fait le classement annuel des différentes fortunes à travers le monde. Et donc le classement africain de Forbes en 2020 est le suivant. Les 20 premières places, les 20 premières personnes les plus fortunées en Afrique, donc qui sont les capitaines d'industrie. Il a dit tout à l'heure, il a parlé de Dangote. Et parmi ces 20 premières personnes, on remarque quand même la présence assez timide des capitaines d'industrie issus des pays francophones. Sur ces 20 personnes, il y a 17 qui sont issus des pays anglophones et je veux dire que les trois autres qui sont issus des pays francophones. On va citer 2 Marocains et un Algérien. Mais il faut signaler aussi qu'il y a, parmi eux, il y a Isabelle, la fille de Dos Santos, Isabelle Dos Santos, aussi qui figure dans ce classement-là. Donc, elle est dans un pays lusophone. Je veux dire que globalement, nous, on remarque une présence assez timide quand même des capitaines d'industrie dans ce ranking-là. Et donc, c'est véritablement quelque chose qu'il faut souligner. Mais en plus, au-delà de cette liste, de cette short liste de 20 personnes, il y a d'autres capitaines d'industrie qu'on peut trouver dans d'autres régions. Il y en a en Afrique de façon globale, il y en a en Afrique de l'Ouest. Donc en Afrique de l'Ouest, ici, nous avons quelques-uns. Ici, notamment, vous avez la cité Yerimso, la cité Djondo de Cobank, et puis aussi d'autres personnes, encore Paul Fokam au Cameroun et bien d'autres. Mais il faut voir ici, ce qu'il faut préciser ici, c'est que ce ranking a été dressé à partir des critères précis. Et le minimum, c'est que la fortune doit être estimée à au moins 1 milliard de dollars, ce qui correspond à 600 milliards de francs.
Donc le plus riche est Dangote, donc sa fortune est estimée à 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars correspond à 6 000 milliards de francs CFA. Donc je veux dire, en mettant la dernière dans le classement, c'est Foloruncho, c'est une Nigériane dont la fortune est estimée à 1 milliard de dollars, c'est-à-dire 600 milliards de francs CFA. Les autres, donc, les autres que nous connaissons, que nous avons cités tout à l'heure, ne font pas partie de cette shortlist. Donc, ça vous montre très très bien, je crois, à loisir, vraiment ce classement, son importance, et aussi la configuration, en tout cas, des capitaines d'industrie en Afrique. Ok, M. Serge, donc on voit les 20 qui sont à tête de peloton, beaucoup sont anglophones. C'est dû à quoi? À la langue, c'est dû à la puissance économique du pays, aux opportunités. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Évidemment, bon, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne dirais pas la langue, peut-être au pouvoir économique, mais bien plus, c'est d'abord la pensée. Vous voyez, ça dit que la pensée, quand je parle de pensée, je veux parler de l'idée d'entreprendre qui existe dans ces différentes nations-là. Il faut dire que dans les pays francophones, ce que nous remarquons généralement, nous remarquons que la plupart du temps, nous formons, j'ai envie de dire, des étudiants ou nous formons la jeune génération à aller travailler dans la fonction publique. Alors que dans les pays anglo-saxons, ce que nous remarquons, la formation est donnée non seulement à la jeune génération dans le but de travailler dans la fonction publique, mais mieux dans le but de créer, de générer, vous voyez un peu, de la richesse. Et regardez un peu la plupart des pays anglo-saxons, l'idée de création d'entreprise, l'idée de générer de la richesse à partir de la création d'entreprise, vous voyez, est beaucoup plus forte que dans les pays francophones. Voilà. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important. Il faut aussi dire que la deuxième raison, l'environnement s'y prête. L'environnement dans les pays anglo-saxons s'y prête parce que facilement les entreprises ont accès quand même au crédit, et ça c'est une réalité, et facilement également il y a, j'ai envie de dire, cette capacité managériale qui est développée dans les différentes formations qui existent. Je ne dirais pas que dans les pays francophones nous avons des formations uniquement théorique, nous faisons aussi de la pratique, mais il y a un manque de professionnalisation de nos formations qui est là. Alors que dans les pays anglo-saxons, on sent effectivement l'idée pragmatique de pouvoir montrer aux générations futures comment on manage, comment on peut diriger un groupe, comment on peut diriger les entreprises. Et comme le docteur l'a dit tout à l'heure, évidemment, le capitaine d'industrie, c'est un leader qui a la capacité de pouvoir fédérer des compétences en vue de leur permettre de créer des richesses. Et ça, ça part de la volonté de la puissance politique, des pouvoirs politiques. Et je pense que effectivement, si nos pays francophones veulent avoir des capitaines d'industrie, il faut simplement de la volonté et en fonction de cette volonté, décliner un plan de développement ou un plan de formation dans ce sens et vous verrez qu'on aura des capitaines d'industrie. Donc il y a deux facteurs pour me résumer majeurs, deux raisons majeures. L'environnement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, évidemment, c'est qu'il y a un problème d'accès au financement et ça je le dis en tant que président directeur général d'un groupe d'entreprises. Il y a un véritable problème de financement, d'accompagnement des entreprises. Il peut y avoir des bons managers, mais si le manager n'a pas accès aux ressources financières nécessaires qui puissent lui permettre de se projeter dans 5 ans, dans 10 ans, dans des projets industriels qui puissent lui donner, mais ce n'est pas possible. Vous voyez aujourd'hui, on parle aujourd'hui de la 4e révolution industrielle. On est aujourd'hui à l'industrie 4.0. Et l'industrie 4.0 demande des projets importants, à long terme, des projets à long terme, mais des projets qui demandent beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissements, beaucoup de ressources, j'ai envie de dire, humaines bien formées, parce que l'industrie 4.0 demande qu'il y ait des compétences spécifiques, spécialisées, vous voyez un peu, et donc forcément, ça part de là. Et donc aujourd'hui, je pourrais dire qu'il faut de la volonté dans les pays francophones, et à partir de cette volonté, on peut rattraper les pays anglo-saxons. Bon, moi je rebondis, je voulais dire que c'est un facteur historique. Il faut savoir que lors de l'indépendance des pays francophones, il y a eu des accords qui ont été signés.
Ce sont des accords de coopération, des accords de défense et des accords sur le plan économique. Et dans ces accords qui ont été signés, il y a des clauses dont certaines ne sont pas tout à fait, ne sont pas connues, ne sont pas rendues publiques, qui perpétuent le système de ce qu'on appelle l'économie des traites. Cette économie des traites qui subsiste même jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire voici comment cette économie des traites est organisée, c'est-à-dire que les pays, je dis francophones, bien entendu, sont des pays dans lesquels la puissance coloniale installe ses entreprises, ou ses capitaines d'industrie, exploiter les matières premières, soit les transformer sous forme de produits semi-finis, ça c'est maintenant, ou exporter les matières premières à la métropole, les transformer en produits finis et écouler ces produits-là dans les pays qui étaient des anciennes colonies. Et ce modèle-là, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas beaucoup varié. Oui, et c'est ce qui fait. Mais c'est ça, pourquoi toujours accuser l'ancienne métropole dans la lenteur de développement des pays africains francophones? Non, je ne suis et pas. Là, le diable, c'est l'autre. Non, je ne suis pas en train d'accuser. Les champions nationaux, on peut les. Non, on se comprend. Donc, il faut qu'on se comprenne. Je ne suis pas en train d'accuser la puissance coloniale, l'ancienne puissance coloniale. Je suis en train d'expliquer les facteurs historiques qui font que dans ce ranking, je veux dire la timidité des entrepreneurs et des capitaines d'industrie qui sont issus des pays francophones. Je suis en train de vous expliquer. On ne peut pas travestir l'histoire, c'est ce qui se passe et c'est la vérité. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'existence et de la subsistance de l'économie des traites. C'est cette économie-là qui fonctionne jusqu'aujourd'hui. De sorte que je parle tout à l'heure des accords de coopération. Cette économie existe aussi dans les pays anglophones. Non, elle n'existe pas dans les pays anglophones. Vous avez tout à l'heure, on a parlé, je crois, sur ce plateau-là, du système colonial. Le système colonial francophone, c'est le direct au rule, c'est-à-dire le gouvernement direct. Et tandis que le système colonial d'exploitation coloniale anglophone, c'est le indirect rule, c'est-à-dire qu'on ne gouverne pas directement les populations locales. Et c'est ce qui est. Et c'est ce schéma-là qui est resté aujourd'hui. Les entreprises françaises se sont installées à travers leur comptoir dans les entreprises dans les pays francophones. Et le même schéma qui a été mis sur place depuis les années 40 ou depuis les années 50 figure et continue jusqu'à aujourd'hui. D'abord, l'objectif premier des colons français, c'était de former des auxiliaires pour pouvoir faire marcher l'administration. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, les personnes qui étaient formées, à leur sortie, devaient travailler dans l'administration comme étant des subalternes. Je me rappelle très bien qu'on se battait pour les citoyens français, je le dis. Mais, à contrario, par exemple, dans les pays anglophones, les pays qui ont été colonisés par la Grande-Bretagne, on peut constater que la puissance coloniale n'était pas aussi présente que cela, ce qui a permis à ces personnes-là d'être un peu plus libres et d'avoir l'esprit d'entreprise. Donc, sous le constater, c'est cette économie des traites-là qui perdure jusqu'à aujourd'hui, qui fait que les merci, monsieur Lembo. Pourquoi on évolue? Voilà. Moi, j'aimerais savoir quelle est l'importance stratégique des capitaines d'industrie dans une économie. Les capitaines d'industrie sont tellement importants dans une économie parce que ce sont ces industriels, ces grands industriels qui font, bien entendu, de par la conquête des marchés internationaux, font rentrer, bien entendu, des capitaux, des capitaux étrangers dans l'économie nationale à travers soit le paiement des taxes, à travers soit le paiement, j'ai envie de dire, des TVA, des droits douaniers, ainsi de suite. Ces grands industriels essaient bien entendu d'apporter ces capitaux dans l'économie. Et cela est d'une importance capitale dans toute économie. Vous ne pouvez pas simplement, j'ai envie de dire, vous renfermer, j'ai envie de dire, sur vous seulement et bénéficier du marché local. Mais à un moment donné, ce marché local peut être réduit à un certain niveau. Donc il va falloir pour des pouvoirs publics, comme je dis toujours, il faut de la volonté des politiques, de pouvoir développer soit des champions, comme le docteur l'a dit, soit des capitaines d'industrie, les accompagner et permettre à ce que ces capitaines aillent à la conquête des marchés internationaux. Cela est très important. Vous utilisez le mot conquête. Oui, il faut de la capitaine d'industrie. C'est
entrepreneur conquérant. Il s'exporte, il va à la conquête des marchés, il va conquérir des marchés, dans d'autres discuter dans d'autres pays, dans d'autres régions. Et vous voyez que donc il y a la dimension géopolitique et la dimension géoéconomique qui accompagne le capitaine d'industrie. C'est pour ça que je parle de la volonté des puissances publiques. Si, par exemple, un chef d'État qui voyage ne voyage pas ou ne part pas avec ses géants économiques, avec ses géants industriels, vous allez voir qu'effectivement, il n'aura jamais de capitaine d'industrie. Parce que qui peut mieux parler des industriels de chez soi? C'est le chef de l'État. Et vous remarquez que les pays des grands, les présidents des grands pays, comme la France, les États-Unis, quand ils voyagent, ils ont des capitaines d'industrie avec eux. Et ils vont discuter, négocier directement avec nos chefs d'État africains pour pouvoir leur octroyer des parts de marché importantes. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Je souhaiterais qu'on soit pragmatique. Oui, je suis le chef d'État d'un pays comme la France. Oui. Je voyage, je viens en Côte d'Ivoire, je viens avec des capitaines d'industrie. Tout à fait. Je rencontre le président Alassane Ouattara. Tout à fait. Qu'est-ce que je lui dis? Ils sont là, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est très simple. Je dis non, donne-leur des marchés ou comment ça se passe? C'est très simple. D'abord, vous savez, l'économie, c'est vrai qu'on vient voir le président Alassane Ouattara, comme vous l'avez dit, s'il prend comme tout autre président. C'est un exemple. C'est un exemple comme tout autre président. Parmi tant d'autres. Mais en réalité, on ne vient pas pour lui donner des ordres. Mais ils vont venir par, j'ai envie de dire, du soft power, en montrant la capacité technique et technologique de cette entreprise, les avantages que peuvent apporter cette entreprise au pays, à l'économie du pays, à l'industrialisation du pays, par exemple de la Côte d'Ivoire ou du Gabon. C'est le président qui le dit, et en plus là, qui le dit à son homologue. Et maintenant, je suis venu avec des capitaines d'industrie. Qui peuvent vous apporter telle évolution, telle industrialisation, telle méthode technologique. Donc là, le président devient le commercial de ces capitaines d'industrie. Exactement. C'est pourquoi j'ai aimé à un moment donné, paix à son âme, j'ai envie de dire, le ministre Dibi Kofi Charles, qui a parlé de la diplomatie économique. Il est venu avec cette stratégie au niveau de la diplomatie ivoirienne lorsqu'il a été nommé ministre de l'économie. Et c'est lui qui a propulsé cette notion de diplomatie économique. Parce qu'on ne peut pas faire de la diplomatie sans avoir un retour à l'aspect économique. Donc si le chef d'État voyage, bien entendu, il va voyager avec ses capitaines d'industrie pour pouvoir prendre des marchés. Et c'est ce que nos présidents africains ne font pas. Ils ne font pas pour deux raisons. Et je vais m'arrêter là. La première raison est que nos présidents pensent à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas à construire, ou j'ai envie de dire, à avoir des capitaines d'industrie qui soient détachés de leur parti politique, qui soient détachés de leur famille politique ou biologique. Et c'est l'un des freins majeurs au développement des capitaines d'industrie. C'est-à-dire, je suis chef d'État, donc tout de suite, il faut que j'emmène X, Y qui est de mon parti, ou X, Y qui est de ma famille, à devenir capitaine d'industrie, alors que le capitaine d'industrie a besoin de capacités managériales prouvées, avérées, comme le docteur l'a dit tout à l'heure. Mais là, vous comptez sur... Sans forcément avoir les capacités managériales nécessaires, les ressources humaines nécessaires pour pouvoir gérer au mieux l'entreprise. Les entrepreneurs comptent sur l'État pour les positionner dans d'autres pays. Alors, si tu comptes sur les acteurs étatiques, sans être avec moi, mais tu comptes sur moi pour te positionner dans un autre pays. Est-ce que ce n'est pas là biaisé quelque part? Si vous permettez, je vais intervenir en fait. Allez-y. C'est un débat qui est très intéressant. En fait, ce que Serge est en train de dire, on peut le dire autrement, c'est que en fait, l'État, en tant que puissance publique, est capable de donner ce qu'on appelle le renseignement économique aux capitaines d'industrie. La capacité d'influence qu'un État a, un chef d'entreprise ne peut jamais l'avoir. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que l'État doit accompagner les capitaines d'industrie. Quand l'État ne va pas imposer, mais l'État permet d'ouvrir les portes, d'ouvrir les guichets, l'accès, les rendez-vous qu'un homme d'affaires peut avoir. Ça peut être la même chose que les rendez-vous qu'un chef d'État a. Du coup, quand le chef de l'État voyage avec les entrepreneurs, avec les hommes d'affaires, en fait, le pays est ouvert. Nous avons vu ici le roi du Maroc se déplacer avec la plupart des opérateurs économiques les plus puissants du Maroc. Ils ont parcouru tous les pays
d'Afrique noire. Et du coup, vous voyez aujourd'hui, le Maroc a presque tous les marchés. C'est la même chose que les présidents français font. Et heureusement, je pense que de plus en plus, nos chefs d'État commencent à le faire. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que l'action n'est pas encore suffisante. Et d'ailleurs, en général, les gens se méfient des capitaines d'industrie. Ah bon? Ah oui. Et pourquoi? Non, non, parce que bon, vous savez que... Ils font la politique, les capitaines d'industrie? Parce que lorsque quelqu'un a le pouvoir financier, le pouvoir économique, il suffit d'un seul pas, il va devenir aussi homme politique. Nous avons vu, juste au Bénin, tout près de nous, nous avons vu un peu... Talon, voilà, un puissant homme d'affaires. Voilà, et puis bon, nous, on a vu un peu les différents combats avec, je crois, l'homme d'affaires qui s'appelle Ajavon. Tout ça, en fait, parce que les hommes politiques, quelquefois, se méfient. Soit à tort, soit à raison. Mais en tout cas, ce que nous constatons, c'est qu'ils se méfient. Et cela n'est pas fait pour favoriser l'émergence de capitaines d'industrie dans nos pays. D'ailleurs, je voudrais encore une fois rebondir un peu sur un autre aspect. Il ne faut pas toujours accuser l'ex-puissance qui nous a colonisés, en fait. En général, c'est l'environnement même déjà qui pose problème. Voilà. Et donc, mais quoi qu'il en soit, le capitaine d'industrie, c'est un génie, quelque part. Malgré l'environnement difficile dans lequel la plupart des hommes d'affaires francophones se trouvent, ils arrivent quand même à émerger. Donc, il faut surtout saluer leur génie, leur capacité à transcender les difficultés qui font que, bon, aujourd'hui, ici, il n'y a pas assez de capitaux pour avoir accès au crédit, c'est très difficile. Les lois ne favorisent pas les hommes d'affaires, les taxes tuent les entreprises, mais le capitaine d'industrie est capable de transcender toutes ces difficultés et se développer. Voilà. Oui, mais moi, ce que je voudrais dire tout à l'heure, en fait, c'est une réalité. J'ai parlé tout à l'heure de l'économie des traites. En réalité, c'est ça. Non, j'y tiens. Parce que cette économie historique. Non, ce n'est pas seulement un fait. Cela explique beaucoup de choses. Non, ce n'est pas seulement un fait historique, c'est ce qui se passe en réalité. Je vous ai parlé tout à l'heure des accords de coopération qui ont été signés au début de l'indépendance. Ces accords-là qui donnent sur l'économie des terres dont j'ai parlé tout à l'heure stipulent, peut-être même si ce n'est pas sûr, on ne le sait pas, c'est que la plupart je parle des pays francophones, les grands contrats dans les pays francophones sont dévolus aux grandes entreprises françaises, dont certaines étaient naguère déjà installées sur le territoire africain avant l'indépendance. Et c'est ce qui fait que ces grandes entreprises qui devaient normalement, je vais dire sur le plan national, une entreprise ivoirienne qui devait normalement bénéficier, ivoirienne, congolaise, etc., qui devait bénéficier plutôt d'un grand contrat, par exemple, des BTP, mais ne peut pas le faire parce que vous savez qu'il y a des barrières dont on ne peut pas parler ici. Donc, le fait que ces contrats-là sont directement dévolus à ces grandes entreprises, je veux dire françaises. Oui, et c'est pour cela que je vais dire, non, je donne un cas précis, Voilà, je donne le cas de Dangote. Ce que je suis en train de dire, je suis plutôt en train de transcrire. Voilà, je suis en train de transcrire ce que Dangote a dit. C'est un constat qu'il a fait. Il a dit que les pays francophones, il exhorte les pays francophones à prendre leur destin en main. Parce qu'il a eu tous les problèmes pour installer sa cimenterie au Sénégal. Pourquoi il a eu ces difficultés? Parce que il y avait déjà un opérateur français, je crois, c'est en l'occurrence Lafarge, qui était déjà installé au Sénégal, et le gouvernement sénégalais faisait des difficultés en tout cas, et qui ont fait que Dangote a eu du mal à s'installer. Et même lorsqu'il a pu s'installer, il y a eu beaucoup de procès qui l'ont accusé, qui ont accusé son entreprise de favoriser la pollution. Donc je veux dire que c'est un constat qui est véritablement réel partout dans les pays francophones. Et c'est ce qui fait et qui freine les entreprises francophones et qui fait qu'il n'y a pas d'émergence au niveau des capitaines d'industrie dans les pays francophones. Ça s'explique et c'est clair. Ok. Je ne suis pas seulement en train d'accuser l'ancienne puissance, mais je suis en train de constater. Je comprends, docteur. Voilà. Oui. Le capitaine d'industrie, et comment participe-t-il au développement de son pays? Non, c'est vraiment net, parce que le capitaine d'industrie, voici un homme d'affaires
qui en général, hein, il va relever une entreprise qui est en difficulté, soit il va racheter, soit il va transformer un territoire. Et donc, il participe à la création de la richesse, il participe à la création des emplois, il participe également à l'innovation. En fait, je vais aller plus loin. C'est un peu ce que Schumpeter dit. Le capitaine d'industrie, il fait de la création à partir de la destruction, de la déconstruction. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de transformer un secteur qui, à vue d'œil, ne rapporte rien, mais quand lui vient, il fait en sorte que ce secteur devient viable. Et c'est ça, en fait, qui fait que la pointe du développement, la création de la richesse, l'accroissement du PIB, c'est là que lui, il intervient en tant qu'homme d'affaires. Et là où il est important, c'est surtout parce que, en général, hein, si on le prend au plan national, si vous avez un capitaine d'industrie qui est un national, son impact est différent de l'impact d'un autre qui est d'une multinationale, par exemple. Et donc, le capitaine d'industrie permet à un pays, si vous avez peut-être une centaine de capitaines d'industrie dans un pays, ce n'est pas la même chose que si vous avez deux ou trois. Imaginez que nous avions 1000 Diagou en Côte d'Ivoire, 1000 Diagou au Sénégal. Ce ne sera pas le même pays. Parce que cet homme, je prends l'exemple de cet homme parce que c'est lui que je connais mieux. Lorsque les banques n'existaient pas dans les régions où il y a eu, à cause de la crise, il y a eu le départ des banques traditionnelles, Diagou a installé les banques à l'ouest du pays, à Yiglo, à Diokwe, dans les zones qui sont déshéritées. C'est ça en fait. Donc c'est un acteur qui est capable de transformer l'économie d'un territoire. Et donc les capitaines d'industrie sont très importants pour tirer en fait un pays. C'est ce qui manque en fait hein, dans notre situation. En fait, il ne faut pas tout attendre de l'État. L'État doit plutôt créer les conditions. Et l'État doit plutôt favoriser. Mais en général, ces gens d'individus, je l'ai dit dans mes propos liminaires, c'est des super managers. C'est-à-dire c'est des gens qui savent détecter les talents. Ils savent qui faut mettre à tel endroit. Donc, vous pouvez aller les voir, ils sont à la tête de 10 entreprises différentes et ça ne les empêche pas de continuer à faire de la croissance. On a parlé tout à l'heure de Dangote. Dangote s'est installé en Côte d'Ivoire il y a 2 ou 3 ans. Ici aussi, il a eu des difficultés à s'installer. Il s'est installé aussi au Togo. Là-bas aussi, c'est pareil. Hein. Mais ça ne les empêche pas. Au contraire, c'est comme du sport. D'ailleurs, le nom est bien trouvé, ce sont des capitaines. C'est comme Drogba, en fait. Voilà. Donc, ils savent. Ce sont eux qui marquent. Voilà. Mais là, Dangote s'est installé dans ce pays-là. Mais bon, je veux dire, l'État nigérian, on n'a pas trop vu l'État nigérian en train de faire pression. Hein, pour... Bien sûr, je pense que. Mais il faut aller plus loin. Pour l'histoire de Dangote, on peut même en faire une émission complète. Hein. Pour que les capitaines d'industrie émergent, il a fallu qu'au Nigeria, Aliko Dangote, ces entreprises soient protégées par l'État nigérien. L'État nigérien l'a fait. Lorsque le capitaine a grandi, le capitaine a commencé maintenant à gagner les batailles en dehors du territoire nigérien. C'est ce que Serge a dit tantôt. L'État a pour rôle de protéger le marché domestique d'abord, dans un premier temps, de protéger les hommes d'affaires, de les aider, de les accompagner. D'ailleurs, je profite de votre question. Normalement, des gens comme Diagou, comme Gervais Kofi du Togo, Yerim Sow du Sénégal, les États on doit les protéger en fait. On doit les garder, on doit veiller sur eux. On doit les garder au sens propre comme au sens figuré. Parce que ce sont des hommes clés. Ce que nous disons en intérêt économique, ce sont les hommes clés, du point de vue économique. Et donc, ces gens, on doit plutôt les accompagner, les aider à conquérir les marchés partout. Et lorsque ce n'est pas fait, et que bon, on les laisse, on va dire, à leur seul génie, ça ne suffit pas. Parce qu'ils ont en face
le marché mondial où il y a les multinationales, les grands groupes qui viennent avec des capitaux énormes. Donc si ces hommes d'affaires sont soutenus, vous allez voir qu'ils vont aller encore plus loin. On sait que les capitaines d'industrie, par exemple, ont un impact social très important. Parce que lorsque un capitaine d'industrie atteint quand même atteint une certaine taille, enfin, au niveau de son développement, généralement, il crée des fondations. Et aussi, on voit le cas, par exemple, avec Bill et Melinda Gates aux États-Unis, avec Jack Ma et autres, qui ont créé des fondations, la fondation Rockefeller. Et puis, en plus de cela, il y a aujourd'hui le développement de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est-à-dire, plus l'entreprise réalise des bénéfices, et plus l'entreprise réalise des bénéfices et qu'elle grandit, elle partage ces bénéfices avec l'ensemble de la population. Un autre facteur aussi, c'est le facteur politique. Vous allez parler de l'importance des capitaines d'industrie, c'est le facteur politique. Lorsque les entreprises ou les affaires des hommes d'affaires prennent une certaine taille, ils deviennent très puissants, ils créent des lobbies. On voit aux États-Unis, par exemple, on a le lobby des armes, le lobby pétrolier qui fait et défait les hommes d'État. Le lobby pétrolier, soit par exemple, peut influer sur la politique étrangère des États-Unis. Les pays vont en guerre, vont sur des champs d'opération, sur le plan militaire, sous l'injonction parfois, en raison des intérêts des hommes, des capitaines d'industrie dans les autres pays. Et j'ai l'habitude de dire que la guerre pour la guerre dans le monde moderne n'existe pas. Toutes les guerres qui existent ont toujours, je vais dire, des raisons économiques. Donc il y a ce facteur qui est important aussi, il y a le facteur géopolitique, comme je le dis. Je lui dis que dans la division internationale du travail, on sait que les États, le rôle qu'on nous a donné, c'est de produire les matières premières et puis le rôle plutôt de nous. Quand je parle de nous, je parle de l'Afrique, c'est de produire les... Non, on ne nous a pas donné. Non, on nous a donné et puis on nous oblige à l'avoir. Alors donc... Monsieur Sadi a fait un constat. Non, moi je dis, on nous l'a donné. Voilà, la division du monde. Produire les matières premières. Voilà, produisez les matières premières, vous en avez. Bon, nous, les Asiatiques, ils ont la qualification, ils fabriquent, et puis, bon, avec nous, et puis on vient revendre dans vos pays. C'est comme ça qu'il faut le dire. C'est quand même un peu trop trivial. Voilà, non, trivial. Moi, je dis... Rien ne nous empêche de Monsieur Nedro, voilà. Ce que je veux savoir, on sait que les grandes puissances, ils ont une bonne politique de promotion de leurs capitaines d'industrie. On aimerait bien comprendre leur stratégie. Évidemment, tout à l'heure vous en avez parlé, oui, quand ils voyagent, voilà, ils ont leur capitaine d'industrie. Il y a une autre stratégie qui permet aux grands pays, bien entendu, de construire ou de bâtir des capitaines d'industrie. Le docteur l'a dit tout à l'heure, c'est les barrières douanières. Souvent, on protège le marché domestique, comme il a dit. Mais le protectionniste, est-ce que c'est bon? Nous sommes dans un marché, enfin le monde est un marché, un village. Où le libéralisme économique est prôné, comment ils arrivent à protéger leur marché dans un monde libéral? C'est quand même curieux. Puisque même jusqu'à présent, je vous prends un exemple très simple, même dans l'Union, dans la zone euro, la France parle tout le temps, par exemple, de l'union douanière, mais c'est pas encore, il n'y a pas encore eu d'union douanière en tant que telle. Je veux dire que les pays, tous les pays du monde ont des barrières douanières qu'ils peuvent véritablement se fixer. Et donc c'est un moyen aujourd'hui de pression ou un moyen, j'ai envie de dire, de protection également des marchés domestiques. Le fait que je puisse élever dans un premier instant les barrières ou les taxes douanières ou les barrières douanières, ça empêche bien entendu les grandes entreprises d'entrer facilement sur mon marché domestique, c'est-à-dire mon marché local, pour pouvoir s'accaparer d'un certain nombre de parts de marché. Et ça, c'est un élément important. Et c'est ce que le Nigeria a fait. C'est ce que le docteur relevait tout à l'heure avec Ali Dangote. Le Nigeria a posé des barrières douanières pour pouvoir protéger son champion ou son capitaine d'industrie, Aliko Dangote. Et à partir de là, il a eu donc une grande part de marché, bien entendu, du Nigeria, qui est quand même une population environ de
on dit 160 millions officiellement, mais aujourd'hui on est à environ 200 Ouais, millions. ouais, Donc quand même qui frôle les 200 millions, qui frôle quand même la même population que les États-Unis, même si les États-Unis sont à 300 millions, c'est pas quand même mal. Donc vous voyez déjà un capitaine d'industrie comme Aliko Dangote, qui a une part de marché importante avec une population de 200 millions, qui lui est au fait, à partir bien entendu de la fixation des droits des barrières douanières, à partir de là, il peut tout de suite, j'ai envie de dire, se développer localement parlant, et à partir de cette richesse créée et engrangée localement parlant, il peut maintenant partir à la conquête. Donc dans un premier instant, je pense que la première stratégie pour moi, c'est la stratégie des barrières douanières. La deuxième stratégie, c'est la création d'un environnement législatif, un environnement légal qui puisse favoriser les entreprises nationales. C'est-à-dire qu'il faut prendre des lois, vous voyez un peu, pour qui puissent permettre à ce que on puisse avoir, qui puisse donner de l'avantage aux entreprises locales en fait, en réalité, sur des marchés, sur des appels d'offres, ainsi de suite. Il y a des pays aujourd'hui où vous ne pouvez pas arriver et créer une entreprise sans qu'un national ne soit à l'intérieur de l'entreprise, ou sans que, j'ai envie de dire, un ressortissant du pays ne soit dans l'actionnariat. Mais dans nos pays africains, ça n'existe pas. N'importe qui peut arriver en Côte d'Ivoire, au Ghana, je ne sais pas, au Bénin, créer une entreprise, ce n'est pas possible. Sans qu'il n'y ait un ressortissant de la nation. Vous voyez, c'est quand même des vides juridiques, c'est quand même, j'ai envie de laisser aller, qui permet à ces grandes entreprises de rentrer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que je ne suis pas, comme docteur l'a dit, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on accuse à 100% ou à 90% le colon. Ce n'est pas le colon qui va venir dire prenez telle loi, prenez telle loi. Il faut de la volonté publique, il faut de la volonté politique de nos gouvernants à se décider à créer un environnement légal, un environnement législatif qui favorise bien entendu les entreprises nationales. Et je le dis en tant qu'acteur du marché local, acteur économique du marché ivoirien. Aujourd'hui, on a un marché par exemple de l'énergie sur lequel tous les acteurs sont entrés. Il y a eu dans un premier temps les acteurs français qui sont là-dedans, qui avaient le monopole. Il y a eu des Ivoiriens qui sont levés, qui ont commencé à engranger des parts de marché. Mais aujourd'hui, on a les Indiens qui ont une grosse part de marché. On a des Chinois qui ont une grosse part de marché. Donc si le capitaine d'industrie ivoirien se retrouve avec un concurrent chinois, avec un autre concurrent français, avec un autre concurrent, j'ai envie de dire, indien, mais quelle part de marché il pourrait avoir? Et c'est la même chose dans tous les autres secteurs. Ce n'est pas seulement dans le secteur de l'énergie. Donc c'est pour ça que je dis il faut qu'on puisse créer un environnement législatif, un environnement juridique qui puisse permettre à nos entreprises de pouvoir avoir de l'ascendant sur un certain nombre d'appels d'offres, un certain nombre de marchés et sur un certain nombre de secteurs stratégiques. Parce que, disons-le, il y a des secteurs stratégiques qu'on ne peut pas laisser... Et quels sont ces secteurs stratégiques? Par exemple, le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie, on ne peut pas le laisser, j'ai envie de dire, dans les mains des capitaines d'industrie qui viennent d'autres pays. Oui, mais le secteur de l'énergie demande beaucoup de financement et ces financements, généralement, viennent de l'extérieur. Mais évidemment, oui, c'est vrai que ça vient de l'extérieur, comme vous le dites, mais nos pays, nos économies sont plus tellement, j'ai envie de dire, financées à 90% ou à 100% par les IDE, par les investissements directs étrangers. On a quand même, j'ai envie de dire, nos économies ont réussi aujourd'hui à engranger de la richesse nationale à partir de nos assiettes fiscales et tout ça. Et donc, à partir de là, je pense qu'on peut permettre que des entreprises puissent avoir de l'avantage, avoir de l'ascendant sur un certain nombre de marchés. L'énergie est un secteur stratégique. L'agroalimentaire, c'est un secteur stratégique. Aujourd'hui, nos pays africains importent tout. On importe tout. On importe tout. On est devenu, la Côte d'Ivoire est passée d'une économie agricole à une économie de services. Aujourd'hui, on a une économie de services. Et donc, on ne peut même plus produire, comme il a dit, docteur l'a dit, on n'arrive même plus à produire ni du riz, ni quoi que ce soit. Mais d'une économie agricole à une économie de services, c'est un bon qualitatif. Mais ça veut dire que l'économie s'est raffinée. Oui, c'est raffiné, mais on ne doit pas laisser l'économie agricole. Vous voyez un peu, on ne doit pas... Aujourd'hui, notre économie agricole se résume à quoi? Au cacao, au café. Mais ce cacao, même ce café, si on va plus loin, les capitaines d'industrie d'autres nations prennent cela, produisent cela de l'autre côté. Mais l'agriculture, en tant que telle, la production du riz,
On n'en a plus. La production de quoi encore de tout ce qui peut rentrer dans l'agroalimentaire, on n'en a plus. Là, mais M. Nedro, moi je suis... Il y a un problème. M. Nedro, il faut susciter à ce niveau des capitaines d'industrie qui peuvent retourner à la terre et puis qui peuvent vraiment devenir, j'ai envie de dire, des capitaines importants dans le domaine agricole. Il est en train de me rejoindre maintenant. Moi, j'ai tout à l'heure parlé de problème de souveraineté. C'est ce problème, c'est un problème clé qui est à la base. Non, je ne vous rejoins pas. Non, je me rejoins. Non, je ne vous rejoins pas. Je dis que on ne doit pas tout mettre sur le colon. Parce que ce que je dis, voici la différence entre moi et vous. Non, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je dis, on peut freiner l'entrée des capitaux. Moi, je ne parle pas du colon simplement. J'ai parlé tout à l'heure des Indiens. Les Indiens ne sont pas nos colons. Les Chinois n'ont pas été nos colonisateurs. Oui. Donc moi, je dis qu'on peut freiner l'entrée des capitaines d'industrie étrangers par un certain nombre de stratégies techniques ou un certain nombre de décisions techniques clés. En l'occurrence, la stratégie de la taxation douanière, en l'occurrence, la stratégie de la création d'un environnement juridique adapté et qui puisse favoriser les entreprises nationales. Oui, mais je voulais rectifier, je voulais apporter un rectificatif quand même à ce qu'il a dit à propos des pays comme le Ghana. Je pense que depuis les années 2000, quand même, le Ghana a décidé, bon là je parle quand même, a décidé de faire en sorte que chaque pays qui veut, si un pays veut investir au Ghana, il y a la nécessité, par exemple, de faire en sorte qu'il y ait un partenaire ghanéen qui soit à 50%. Qui soit à 50%, je donne l'exemple de Sonitra. La Sonitra, qui était la grande entreprise de BTP ici en Côte d'Ivoire, a été à la base quand même, du développement des infrastructures au Ghana. Mais lorsque la Sonitra est partie au Ghana, ils ont demandé à Sonitra de s'associer avec un opérateur ghanéen local à 50%. Et c'est ce qui se passe. D'autres stratégies aussi existent. Hein. Je veux dire, certains utilisent par exemple, on appelle la judiciarisation de l'économie américaine sur laquelle nous avons fait des échanges ici. Donc c'est cette stratégie-là qui existe. La Chine a fait la même chose. La Chine a mis le système de G28 sur place. C'est-à-dire que les grandes entreprises multinationales européennes convoitaient le marché chinois, mais ils leur ont dit en retour, ok, si vous voulez, si vous avez le marché chinois qui est un marché d'1 milliard sur lequel vous voulez vous installer, il n'y a pas de problème pourvu que vous vous asseyez et que vous travaillez avec, je vais dire, un opérateur local et dans lequel vous êtes à 50%, vous apportez le savoir-faire, etc., etc. Selon la conditionnalité. Parce que c'est ça le problème. Bon, on permet aux entreprises de s'installer sans avoir la garantie parfois d'avoir le transfert de technologies, d'avoir le transfert de technologie. Et c'est ce que la Chine a compris en mettant ces balises-là, en leur disant, écoutez, vous investissez en Chine, non seulement vous envoyez le capital, vous acceptez aussi qu'un Chinois fasse partie du capital, mais en même temps, vous aussi, vous faites le transfert de technologie. Mais quelque temps après, on a constaté que beaucoup d'entreprises ou bien beaucoup de capitaines d'industrie européens ou occidentaux qui ont investi en Chine ont été éjectés. Il y a eu beaucoup de procès en Chine, je vais dire, de ce côté. Je ne dis pas d'éjecter forcément les investisseurs qui vont venir s'installer en Afrique, mais je veux dire, il faut faire très très attention de ne pas laisser tous nos marchés ouverts comme ça à tout vent. D'accord. Là, notre émission tire à sa fin. Je veux des propositions concrètes. M. Nedro a commencé, M. Sadia aussi, des propositions concrètes. Et comment les États africains peuvent-ils promouvoir les capitaines d'industrie? Que faut-il faire? D'abord, j'ai parlé du fait qu'il faut que les États leur donnent ce qu'on appelle le renseignement économique. C'est-à-dire que les États ont la capacité d'aller chercher l'information stratégique pour la mettre à la disposition des capitaines d'industrie. Et c'est ce que font les grandes puissances? C'est ce que les grandes puissances font. Il n'y a même pas de... Elles ne se cachent pas. Oui. La deuxième chose, ça vient en complément de ce que Serge et M. Sadia viennent de dire. Hein. En fait, les capitaines d'industrie ne demandent pas l'aumône à l'État. Les marchés publics qui sont l'argent du contribuable, ce n'est pas l'argent du chef de l'État ou bien l'argent d'un député ou bien l'argent d'un ministre. C'est les taxes de tous les nationaux du pays. C'est l'argent public qui doit permettre de lancer les grandes infrastructures, les grands projets. Mais ces projets, il faut favoriser les entreprises nationales et les capitaines d'industrie nationaux. Les entreprises nationales ne demandent pas qu'on les aide. Il faut que
Je prends un exemple très simple. Lorsque nous recevons les financements qui viennent de l'étranger, ces financements sont liés. Les gens nous obligent à travailler avec les entreprises des pays où tout viennent ces capitaux. Donc c'est la même chose. C'est la loi de bonne guerre. C'est la loi de la réciprocité. Et mieux, quelquefois, dans les appels d'offres, les gens font exprès, ils mettent des clauses de qualité, que nos entreprises nationales ne peuvent pas respecter. Donc, cela fait que nos entreprises sont automatiquement exclues des appels d'offres. Mais on doit faire la même chose. Si on finance les grands projets avec l'argent public, il faut le donner. Il faut donner les marchés aux entreprises nationales pour que nous ayons des vrais capitaines d'industrie. Et en plus, pour que nous puissions avoir la connaissance. On dit transfert de technologie, ça n'existe pas. Il faut aller l'arracher. Donc, à partir des accords, la même manière, ce que les Chinois ont fait, on peut faire la même chose. Vous ne pouvez pas venir investir et partir. Vous mettez un national dans l'entreprise, il apprend avec vous. Et c'est la même chose qu'on doit faire partout. Par exemple, quand on doit faire les routes, ici, là, il y a des nationaux qui savent faire les routes. Quand on doit faire de l'énergie, il y a des nationaux qui savent faire. Donc, il faut permettre aux nationaux de pouvoir se développer. C'est là que les nationaux peuvent aller ailleurs pour compétir. Mais si les capitaines d'industrie sont pratiquement vus comme des adversaires, des hommes politiques, ça ne marche pas. Donc il y a plein de solutions, mais je pense que si on commence à ouvrir, et je vais terminer sur moi, il y a un secteur qui est très simple, le BTP. Voici un secteur qui est un puissant moteur de création de capitaine d'industrie. C'est un secteur qu'on doit permettre à ce que les nationaux y entrent avec facilité. Mais si, bon, tous les grands projets d'infrastructure, on donne à Bouilly, on donne à Bolloré, on donne à Intel, mais à quel moment il y aura des capitaines d'industrie dans nos pays francophones? C'est là la vraie question. Donc ça, on doit interpeller, parce que c'est l'argent public. Ce ne sont même pas des financements qui viennent de la Banque mondiale. C'est l'argent des nationaux. Je préfère ne pas aller trop loin. Proposition concrète. Oui, non, mais la proposition concrète, je voudrais d'abord demander au pouvoir public d'apprendre à envisager le développement sous une forme systémique. Je veux dire, le docteur a parlé tout à l'heure du renseignement économique. Lorsqu'on fabrique un capitaine d'industrie, lorsqu'on fabrique un champion national, d'abord, il ne s'agit pas seulement de le fabriquer, il faut le soutenir, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner à travers le renseignement économique. Il faut l'accompagner aussi avec toutes les autres structures de l'État, je veux dire, sur d'autres plans, par exemple, sur le plan sécuritaire, par exemple. Lorsque un capitaine d'industrie se développe, lorsque un champion national se développe, il entre en compétition déjà avec d'autres capitaines d'industrie qui viennent peut-être d'autres puissances, mais qui sont sur nos sols. Donc, il faut pouvoir mettre prendre des dispositions en place pour pouvoir les soutenir de ce côté. C'est véritablement important. Le fait que, malheureusement, nous avons plus le système ancien. Enfin, quand je parle de nous, je parle des pays africains et surtout des pays francophones. Donc, on commence à travailler de façon par clivage. Quand on prend le développement économique, on se dit, bon, écoutez, si c'est pour construire les routes, c'est le problème de un tel ou tel département. Mais les États-Unis ne travaillent pas comme ça. Vous avez une agence nationale qui est chargée spécialement du renseignement économique. Mais toutes les organisations nationales, que ce soit le FBI, que toutes les autres organisations, travaillent effectivement pour la promotion des capitaines d'industrie dans le pays. Donc, moi, c'est l'une de mes propositions. L'autre proposition aussi, c'est de faire en sorte qu'ils puissent avoir, que ces capitaines d'industrie puissent être protégés et que les activités soient protégées, notamment lutter contre la contrebande, lutter contre les produits contrefaits. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelque temps de cela, j'ai échangé avec
je vais dire, un grand entrepreneur sur le plan local, c'était un pharmacien. Il me dit, monsieur, je ne me vois pas en train de créer une usine de fabrication de médicaments en Côte d'Ivoire. Je lui pose la question de savoir pourquoi. Il me dit non, mais on trouve des médicaments contrefaits à tous les coins de rue, partout. C'est pratiquement même, je vais dire, une véritable mafia. Parce que chaque fois qu'il a malgré les efforts de lutte, ça persiste. Ça persiste. Donc, je ne vois pas quelqu'un en train de mettre 5 milliards, 6 milliards en train de créer une usine de pharmacie, une usine pharmaceutique, par exemple, et puis ne pas pouvoir écouler ses produits sur le marché parce qu'effectivement, il y a des produits de contrebande. C'est valable aussi bien pour la pharmacie que pour le textile, etc., pour d'autres domaines. Donc, je veux dire qu'il y a des efforts concertés à faire. Donc, pour moi, ce sont des éléments très importants. Il y a beaucoup de choses à dire, mais... Oui, voilà. M. Nedro, vous avez déjà donné quelques pistes, et vous êtes chef d'entreprise, vous envisagez de devenir un capitaine d'industrie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voudriez ajouter, des conseils à donner aux acteurs étatiques? Effectivement, il y a beaucoup de choses, comme mes collègues l'ont dit, comme le docteur l'a dit, et M. Sadia, il y a beaucoup de recettes à donner. Et j'en ai donné déjà 2. Mais la troisième recette que j'ai envie de donner, est essentiellement pour les pays francophones, c'est quoi? C'est la recette, j'ai envie de dire, du bas de la pyramide, c'est-à-dire la formation des entrepreneurs. Parce que dans la francophonie, ou dans la zone francophone, je dirais pas comme ça, pas dans la francophonie, mais dans la zone francophone, on voit que les jeunes générations n'ont pas l'idée d'entreprendre. On ne crée pas des entrepreneurs. On crée des travailleurs. Et tant qu'on va vouloir créer des fonctionnaires dans nos écoles, dans nos universités, évidemment, il n'aura pas de richesse, il n'aura pas de, j'ai envie de dire, de capitaine d'industrie, il n'aura pas d'augmentation de richesse nationale, et on va rester là. Les pays les plus riches, regardez les pays les plus riches, que ce soit les États-Unis, que ce soit, j'ai envie de dire, en Chine, que ce soit en France, partout, c'est des pays qui produisent des entrepreneurs, des pays qui forment des entrepreneurs. C'est des pays qui font la promotion de l'entrepreneuriat. Parce qu'à un moment donné, l'interventionnisme de l'État s'arrête. Parce que l'État ne peut pas tout faire dans une économie. Et donc on doit apprendre à la jeune génération, à entreprendre. À dire, je vais à l'école pour avoir un master, pour avoir un MBA, pour entreprendre. Je ne vais pas pour avoir un master, pour forcément devenir fonctionnaire, pour forcément travailler pour quelqu'un, pour pouvoir créer une entreprise. Parce que si on part de là, on suscite en cette jeune génération de l'innovation, de la création, vous voyez un peu, des choses nouvelles, des choses originelles, et cela va tirer vers le haut la richesse. Donc je préconise la formation à l'entrepreneuriat. Et c'est toute la différence au Nigeria. Je vous raconte un peu rapidement une petite anecdote. Moi, j'ai travaillé au Nigeria pendant quelques instants, et c'est ce qui m'a transformé. Et c'est ce qui m'a emmené en réalité à rentrer dans l'entrepreneuriat et à créer ce groupe que je dirige aujourd'hui. C'est ça. Mais quand j'étais ici, avant que je ne travaille dans ce fonds d'investissement au Nigeria, mais mon idée, c'est de finir les cours, ma formation, et de travailler, soit pour un grand groupe, soit pour l'État, soit pour ceci. Mais quand je suis sorti de cet environnement francophone et que je suis allé travailler au Nigeria, ça a changé mon état d'esprit. Et le fait que ça ait changé mon état d'esprit, je suis rentré dans un état d'esprit d'entrepreneuriat, de création d'un groupe. Et aujourd'hui, je vis ma vie tranquillement. J'apporte de la richesse à mon pays, à ma famille, à mes frères, à mon entourage. Et c'est ce qu'on demande. Et la deuxième chose, et je termine par là, c'est de donner l'accès au crédit à un taux de crédit moins cher. Tant que vous donnez l'accès au crédit aux gens, vous dites aux gens de venir pour pouvoir prendre un taux de crédit à 14% jusqu'à 18%, mais écoutez, dans le BTP, que ce soit dans l'énergie comme dans le BTP, le bénéfice gagné par une entreprise est de 30%. Bon, si déjà la marge bénéficiaire de 30%, la banque prend 18%, mais comment est-ce qu'on peut vivre avec le reste? La banque prend déjà 18%. Si la banque a pris 18%, il va vous rester combien? 12%. Mais dans les 12%, vous allez payer quoi? Vous allez payer tout ce qui est... Il y a d'autres charges qui sont autour que vous allez encore prendre en compte. Est-ce que vous voyez? Donc combien est-ce que vous allez réserver pour pouvoir réinvestir dans d'autres projets nouveaux? Et combien est-ce que vous allez avoir, comme j'ai envie de dire,
que vous allez mettre en DAT ou bien que vous allez collecter pour pouvoir faire vivre l'entreprise. Donc il y a cela. Alors que dans les autres pays, les gens, par exemple en Europe, en France et tout ça, les gens ont accès au crédit à 1%, à 2%, à 3%. Et c'est cela. Dans d'autres pays, dans d'autres nations, les gens ont accès au crédit à un taux moindre. Mais comment est-ce qu'on peut créer des capitales d'industrie avec des taux de crédit allant de 14%, 18%? C'est impossible pratiquement. Et c'est pour ça que je termine par là. Mais je dis que, comme le docteur l'a dit, si nous avons de la résilience dans une économie, dans une zone francophone, qu'on nous prend demain, qu'on nous dépose aux États-Unis, qu'on nous dépose en France, mais on va supplanter tous les entrepreneurs. Moi, je dis souvent, les gens parlent de Mark Zuckerberg, on parle de Mark Zuckerberg, on parle de Elon Musk. J'ai dit, mais ces gens, c'est vrai. Ils sont dans un environnement mais ils sont favorable. Dans un environnement favorable, propice, adéquat. C'est pour ça qu'ils ont réussi. Je n'ai rien envie à un Mark Zuckerberg, je n'ai rien envie à un Elon Musk, mais j'ai quelque chose envie d'un côté, qui a été dans un environnement, j'ai envie de dire, pas propice, mais qui a réussi à bâtir quelque chose. J'ai quelque chose envie à Mike Adenuga, qui est le numéro 2 nigérian. Vous voyez, donc des gens, des Africains pareils qui ont réussi dans un environnement inadéquat, mais ils n'ont rien à voir avec Mark Zuckerberg, rien du tout. Rien du tout. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de favoriser l'accès au crédit à un taux moindre pour les entrepreneurs. Et je sais que ce que je dis, tous les entrepreneurs m'écoutent et ils seront contents de au Canada, quand on est pratiquement à 1,5%, 2%, ça attrape la tête déjà en termes de loyer. C'est déjà scandaleux. C'est déjà scandaleux, alors que les Africains, je suis tout à fait d'accord avec 18%. Alors merci, donc c'est pratiquement un cri de cœur, mais avec un mot d'espoir que les conditions, que l'environnement change pour que les capitaines d'industrie puissent émerger. C'est sur ce message d'espoir de M. Serge Nedro que nous allons mettre fin à notre mission. Vous suivez votre émission Intelligence économique. Merci à M. Sadia Zouzou, merci à M. Serge Nedro, merci à Dr Alessi Kofi Yeboah et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et nos programmes se poursuivent.